Bonjour, c'est 101%. Aujourd'hui dans 101%, critique de jeu, mon souvenir, temps perdu, rétro and magic. Ah oui, la critique de jeu c'est Top Spin, c'est du tennis. On vient de m'apprendre qu'il ne fallait pas boire du soda light parce que en fait ça favorisait les accidents cardiovasculaires. Et on m'a même dit il vaut mieux à la limite boire du soda normal avec du sucre. Eh ben, les news. Le genre du jeu vidéo musical a eu ses heures de gloire en Occident, mais alors qu'il est toujours actif au Japon, il semble avoir perdu son mojo de notre côté de la planète. Les diverses raisons de ce tarissement seront d'ailleurs sujets à discussion dans un extra life à venir. En attendant, c'est dans ce contexte commercial pas franchement encourageant qu'Ubisoft annonce pour fin 2011 la sortie de Rocksmith sur PC, Xbox 360 et PS3. Ce qu'il aura de plus par rapport à ses concurrents, c'est de permettre au joueur de connecter sa propre guitare à sa console, pourvu que celle-ci soit équipée d'une prise jack standard, fait rare dans le monde des jeux musicaux. Mais ce n'est pas tout. Rocksmith, par le biais de son trailer et de son site, semble mettre en avant l'authenticité et le réalisme. On aurait affaire à un jeu s'adressant aux musiciens, qui par ailleurs s'adaptera au niveau du joueur allant de débutant à professionnel, au sens primaire du terme. Si l'on en croit les propos plus qu'enthousiastes du directeur marketing et vente d'Ubisoft, Geoffroy Sardin, Rocksmith est le jeu musical le plus authentique et addictif jamais créé. On attendra donc d'avoir un peu plus d'éléments sur ce titre qui dit vouloir s'adresser à un public de guitaristes. It's Rocksmith. Conduite 2 continue de préparer son arrivée en nous présentant quelques-uns des environnements que nous serons amenés à parcourir. On rappelle que si cette suite est évidemment prévue sur Wii, High Voltage, le studio en charge du développement, a toujours pour projet de sortir un volet sur 3DS. Compte tenu des features plutôt sympathiques de la console, on est curieux de voir ce que cela pourrait donner. En attendant, Conduite 2 est toujours prévu pour le 22 avril prochain en Europe. Après nous avoir montré son aspect plateforme, qui reste dans la lignée de ce à quoi la série nous a habitués, Super Monkey Ball 3D nous présente son côté course, un mode qui se rapproche définitivement d'un Mario Kart et qui laissera jusqu'à 4 joueurs en Wi-Fi s'affronter sur des circuits divers. Super Monkey Ball 3D possède donc 3 styles de gameplay bien distincts, dont le dernier Monkey Fight, un style de Smash Bros à la sauce Monkey, ne devrait pas tarder à s'illustrer en vidéo. Le jeu de Sega prévoit toujours de figurer aux côtés de la 3DS lors de son lancement d'ici quelques jours. On vient de m'apprendre que si on buvait trop de soda sucré, on grossissait et ça favorisait les accidents cardiovasculaires. Donc je suppose qu'il vaut mieux manger 5 fruits et légumes par jour. Passant de Paris à la République tchèque, le développement de Top Spin 4 n'a pas perdu ses racines Frenchy. Une partie de l'équipe de développement originelle a en effet accepté de déménager pour aller travailler dans le studio qui a récemment sorti Mafia 2, emportant ainsi avec eux leur savoir-faire en matière de tennis, tout en le confrontant au regard neuf de leurs collègues tchèques. Pour la petite histoire, 2K Czech était auparavant connu sous le nom Illusion Softworks, avant d'en changer en 2007 suite au rachat du studio par Tech2. Avant de donner dans le tennis et la mafia, ils ont ainsi chassé sur le terrain de la simulation militaire avec les Hidden and Dangerous. Et quelque part, on retrouve dans Top Spin 4 le réalisme et la rigueur toute militaire qui a longtemps été la marque de fabrique du studio. Disponible au moment où vous verrez cette critique, cette simulation de tennis ne renie en rien son héritage simu pour néanmoins le faire évoluer en termes d'accessibilité et d'impact. Le résultat est tout simplement impressionnant et Virtua Tennis 4 risque de débarquer le 29 avril prochain en terrain conquis. Welcome to the quarterfinals of the Barcelona Open. Trop dur, trop simu, trop complexe à maîtriser, malgré ses incontestables qualités, Top Spin 3 s'était aliéné une partie des joueurs par son approche sans concession. Les développeurs ont donc décidé de revoir leur copie, sans pour autant renoncer à l'identité simu de la franchise Top Spin. Ce qui surprend d'emblée lorsqu'on lance ce quatrième volet, c'est son érudition tennistique si j'ose dire.
Le jeu débute ainsi, à moins que vous ne décidiez de faire l'impasse, ce qui serait une erreur, par la Top Spin Academy. Sacrément austère dans sa présentation, avec son interface fonctionnelle et plutôt molle du fait des temps de chargement incessants, cette école vous initiera à l'aide d'épreuves calibrées, de coachs spécialisés et d'innombrables textes explicatifs aux subtilités du gameplay et du tennis en général. On apprendra ainsi à effectuer les différents coups proposés, mais aussi leur signification et leurs particularités. Chacun des 4 boutons correspond à un type de coup, normal, slicé, lifté et lobé. Quant aux amortis, aux coups décroisés et aux montées au filet, ils nécessitent l'utilisation d'une gâchette et d'une direction. Pour réaliser un amorti sur Xbox 360, il faudra ainsi appuyer sur le bouton X tout en maintenant la gâchette droite enfoncée, sans oublier d'imprimer la direction souhaitée en fonction de votre position sur le terrain. L'utilisation des gâchettes est ainsi limitée à une poignée de coups, là où elle était systématique dans Top Spin 3 pour tenter les fameux coups risqués. Le gameplay du jeu repose sur 2 mécaniques, les coups précis et les coups puissants. Pour réaliser un coup précis, il faudra appuyer brièvement sur un bouton, tandis qu'il convient de le maintenir enfoncé avant de le relâcher au dernier moment pour sortir un coup puissant. Dit comme ça paraît simple, d'autant plus qu'un système d'affichage didactique vous indique à chaque coup la qualité de votre timing, qui va de trop tôt à trop tard, en passant par bon et parfait. Ce système d'aide in-game, qui peut être désactivé à tout moment, s'avère aussi pratique que nécessaire tant le timing du jeu nécessite une énorme quantité de matchs avant d'être maîtrisé. Il convient en effet de sentir les coups, sachant que la différence entre un coup parfait et un coup lâché trop tard est tout simplement énorme. Un retour raté a ainsi de fortes chances de sortir du terrain si vous n'êtes pas correctement placé. Et lorsqu'il rentre, c'est pour vous faire allumer par votre adversaire qui aura alors plus de temps pour se placer et armer son retour. Le timing est donc une notion primordiale, tout comme dans un jeu de baston par exemple. Mais vous devrez également vous placer correctement, car une balle renvoyée du bout de la raquette avec un timing parfait peut tout à fait finir dans le filet. Pour ce 4e Top Spin, les développeurs ont donc allié avec brio, exigence et clarté. On comprend très vite ce qu'il convient de faire pour remporter un point, y parvenir ensuite avec le bon timing, et le coup qui convient est une autre paire de manches. Enchaîner les coups moyens nous conduit rapidement à perdre la maîtrise de l'échange pour finalement se faire dominer par son adversaire lorsqu'il ne nous balade pas d'un bout à l'autre du terrain. La gestion de la fatigue entre alors en compte et comme dans la réalité, on finit par s'épuiser pour finalement envoyer la balle dans les gradins, lessivé au bout de quelques échanges. Au réalisme du gameplay se greffe celui des animations. Assez lourd, les joueurs se déplacent avec une inertie importante qui nécessite d'être toujours bien placé, si ce n'est en mouvement. Il n'est pas rare d'être pris à contre-pied par un retour puissant alors que la balle passe à quelques centimètres du joueur. Une nouvelle fois, tout est question de timing. Il faudra parvenir à allier réflexe et anticipation pour ne pas se retrouver très vite en situation d'échec. La difficulté du jeu se situe donc, comme sur un vrai cours de tennis, dans le fait de jouer avec le bon tempo. La gestion des effets imprimés à la balle est assez subtile. Dans le cas d'un coup précis, nécessitant donc d'appuyer sur un bouton au bon moment, l'application d'un effet nécessite de donner une direction à l'aide du stick gauche dans un laps de temps très court, au moment même où vous déclenchez votre coup. Si vous souhaitez envoyer la balle dans un coin précis du terrain, il faudra donc, petit 1, vous placer correctement, petit 2, lâcher votre coup avec un timing bon ou parfait, et petit 3, imprimer la direction souhaitée au stick gauche au moment précis où la balle s'apprête à toucher votre raquette. La qualité de l'exécution va donc de pair avec le sens du timing. S'il est possible de servir en maintenant un bouton appuyé pour le relâcher lorsque la balle est au sommet de sa trajectoire, vous pourrez aussi utiliser le stick droit permettant de mieux gérer ses effets. Pour les modes de jeu, on retrouve les classiques Exhibition, Carrière et l'Académie tutoriel. À cette liste s'ajoute une espèce de mode Survival, baptisé Roi du cours, où les joueurs se relaient jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à remporter 7 matchs. Sans parler bien sûr du mode multi-online, sachant qu'il est bien entendu possible de connecter 4 manettes pour de vertigineux matchs en double offline. Assez austère, le mode carrière permet de créer dans les moindres détails son joueur, tout en le faisant monter de niveau, en lui attribuant des points d'XP dans des domaines précis. Petite nouveauté, qui a son importance, les points d'XP ne seront pas uniquement attribués dans le mode carrière. Il est possible d'en gagner avec le joueur créé dans n'importe quel mode de jeu. Dans un souci de limpidité, vous définirez le style de votre joueur en boostant non pas ses caractéristiques de base, coup droit, service, vitesse, etc., mais 3 styles de jeu, service volé, défense fond de cours et attaque fond de cours. En choisissant l'un ou l'autre de ces styles, vos caractéristiques seront boostées en conséquence. L'idée est de rendre l'évolution de son personnage plus pragmatique. Voilà pour le mode carrière qui permet aussi de débloquer de nouveaux vêtements et accessoires et d'affecter des bonus en fonction du coach sélectionné. Une fois un entraîneur sélectionné, ce dernier vous demandera de remplir un certain nombre d'objectifs correspondant à son style de jeu, du genre réussir 30 coups puissants. Cette nouveauté permet de créer des profils de joueurs très personnels, sachant qu'il est possible de changer de coach à tout moment. Mais en changeant de coach, vous renoncerez aux bonus débloqués pour en acquérir d'autres. Vous ne pourrez donc créer un joueur qui soit bon partout. Et ouais, c'est comme ça.
Visuellement, Top Spin 4 n'a rien d'impressionnant. Si les cours sont variés et les animations très soignées, la modélisation des joueurs n'a rien d'exceptionnel. Ces derniers sont également peu nombreux, même si on appréciera le fait de pouvoir jouer certains champions mythiques, aujourd'hui à la retraite, comme Agassi, Chang, Lendl ou encore Sampras. Là où Top Spin 4 marque des points, c'est sur son gameplay. À la fois intuitif et exigeant, il nécessite un gros apprentissage pour être réellement maîtrisé, sans que cela n'affecte le plaisir des premières parties. Très réaliste dans les échanges et son application à respecter le déroulement réel d'un match de tennis, cette simulation emprunte les notions de timing et de placement inhérents à tout bon jeu d'arcade. On alternera ainsi coups forts et coups faibles, comme dans un bon vieux Street Fighter, pour finalement imposer son rythme et s'adapter au profil du joueur adverse. Top Spin 4 s'impose donc sans mal comme le meilleur des Top Spin à ce jour et un solide concurrent au prochain Virtua Tennis 4. Une très belle réussite. Game, set, and match. Player one. On vient de m'apprendre que manger trop de fruits apportait trop de fructose dans le sang et qu'on pouvait déclencher une hypertriglycéridémie. Et qu'en plus, si on mangeait trop de légumes, on pouvait avoir le côlon irritable. Donc j'ai décidé de boire que de l'eau. Mon souvenir le plus marquant en jeu vidéo, c'était Code Veronica sur Dreamcast. J'avais récupéré la version japonaise de Code Veronica et ma sœur était venue chez moi et en fait pendant 2 jours on n'est pas sortis. On s'est fait commander des pizzas, on ne bougeait pas, on vivait littéralement sur le canapé comme des larves et à se passer la manette quand l'un était trop fatigué et ainsi de suite. Ma sœur arrive à déchiffrer le japonais. Donc on a pu avancer autant que possible, c'est pas grave puisque la plupart des cinématiques malgré tout étaient en anglais. Mais à un moment on s'est retrouvé coincé et on a dû appeler un pote, et j'arrive plus à me souvenir s'il était en France ou pas, qui était Thomas Bloomberg, Yellow Baguette de France 5, qui a dû nous expliquer un des passages parce qu'on n'arrivait pas à avancer du tout. Et je me souviens de ce moment, c'était vraiment grâce à d'autres personnes, parce qu'on a été bloqué, on est resté quelques heures dessus en disant bon ça suffit maintenant, on appelle quelqu'un pour nous aider. Et voilà. C'était pour avoir le code à la fin, non ? Non, même pas. C'était un truc beaucoup plus con, il fallait, je sais même plus, parce que ça remonte à quelques années, mais je me souviens d'être resté bloqué pendant un certain temps. Mais surtout, au fur et à mesure, voir les boîtes de pizza qui s'accumulaient, alors qu'on était simplement rivés à un écran, le téléphone n'avait plus aucune importance, une vie sociale pour quoi faire, non, des larves, des pures larves, mais alors qu'est-ce que c'était bon. On vient de m'apprendre qu'on ne peut pas vivre en buvant que de l'eau fraîche. Ça apportait trop de carences et qu'on pouvait mourir au bout de 3 jours. J'ai donc décidé de vivre qu'avec de l'amour. Bonjour, vous en avez marre de tous ces politiques véreux qui ne vous écoutent pas. Allez, hop, allez voter. Mais pour cela, il faudra mettre un peu d'essence dans la bagnole. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps perdu. Avoir des amis, c'est cool. Mais parfois, pour de simples petites bêtises, on se dispute. Du coup, on appelle les copains pour pouvoir se mettre sur la tronche. Et dans le pays des cubes, on n'utilise pas de batte de baseball, ni même de chaîne de vélo. Non, ici, on est de vrais gentlemen. On se bat façon bataille de robots. Votre cube de héros est le cœur de votre machine, et autour de lui, vous devrez bâtir le reste de votre machine de guerre. À vous donc de bien choisir vos copains cubes en fonction de leurs caractéristiques pour construire le meilleur engin possible. Ensuite, direct dans l'arène pour casser des têtes. Ici, vous pouvez bien sûr vous déplacer, mais aussi changer le sens de rotation de votre bras massu. Et là, vous comprendrez mieux l'intérêt des capacités de vos petits camarades lorsque votre droïde explosera en moins de 3 secondes face à un adversaire beaucoup mieux préparé.
Encore quelques mois et vous passerez enfin votre bac, votre BEP ou je ne sais quel autre examen indispensable à votre carrière. Et pour certains d'entre vous, il y aura l'épreuve d'histoire. Je vous propose donc aujourd'hui de commencer à réviser en vous amusant avec History of the World. Dans cet enchaînement de mini-jeux façon WarioWare, vous revisitez dans la joie et la bonne humeur plusieurs événements de l'histoire indispensables à votre culture générale en quelques secondes. Et ensuite, c'est tout. Les point and click, c'est bien, surtout quand c'est simple. Et justement, dans Yuki in Winterland, c'est ça. Bon, même si au début on ne comprend pas bien ce qui lui arrive à cette Yuki si kawaii kikunette, elle a une mission. Alors comme prévu, il va falloir cliquer et balader sa souris un peu partout en espérant tomber sur un indice. Et comme d'hab, souvent il faudra trouver les solutions les plus idiotes, voire même les plus abracadabrantes, comme par exemple cliquer sur un ballon pour récupérer un bout de ficelle. Alors bon, au-delà de ça, il faut bien reconnaître à Yuki qu'elle voyage dans un univers tout mignon et qu'en ce moment, ça fait du bien. Let's go. Ok, je le reconnais, Gilles n'est pas de première fraîcheur. Mais Gilles, c'est bien. Alors Gilles, c'est quoi? Gilles, c'est un jeu de plateforme visuellement faussement simpliste. Mais Gilles, c'est aussi un jeu qui exploite tout plein de ressorts de gameplay différents, comme l'inversion de la gravité, le clonage et j'en passe. Et puis quand même, Gilles, c'est surtout bien fun et bien long, avec en plus une difficulté pas piquée des hannetons. Et puis finalement, Gilles, c'est pas si laid que ça quand on y réfléchit bien. Mais bon, Gilles, et il paraît que ça se prononce Gilles en fait. Il y a des jeux comme ça, dès les premières secondes, ça claque. Regardez les 2 secondes, enfin un peu plus quand même. Ça envoie du bois, non? Le reste du jeu, c'est tout pareil. Vous êtes le petit bonhomme là et vous devez prendre la porte là-bas. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que vous vous promenez sur les surfaces d'un cube. Et donc, lorsque vous passez d'une face à l'autre, la gravité et le sens de vos déplacements changent. Alors forcément, il va falloir réfléchir un peu plus que prévu pour atteindre la sortie. Une sorte de Rubik's Cube plateforme en fait. C'est beau, c'est bon, c'est long, c'est exactement ce qu'il vous faut pour terminer longuement et avec plaisir votre journée. Et ça tombe plutôt bien puisqu'il ne faudrait pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. On vient de m'apprendre qu'on ne peut pas vivre d'amour parce que les préservatifs sont pas sûrs à 100% et qu'on peut attraper des maladies. J'ai donc décidé de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas baiser. Réputé pour son perfectionnisme, Treasure est un développeur incontournable de la scène shoot'em up. Fin 2000, le studio japonais sort un titre majeur sur une Nintendo 64 en fin de vie, Sin and Punishment. Encensé par la critique, ce chant du cygne pour la 64 bits de Nintendo passe inaperçu, comme en son temps Radiant Silvergun, sorti lui aussi sur un support à l'agonie, la Sega Saturn. Un groupe de rebelles se fait massacrer. Avant de trépasser, l'un d'eux murmure le nom de leur chef, Hachi. Hachi! Hachi! Hurry! Save us, Hachi! L'humanité vit en paix et prospère comme jamais, mais cette prospérité a conduit la planète à une importante surpopulation et de graves pénuries alimentaires. Tentant d'endiguer les problèmes de malnutrition, les scientifiques créent une nouvelle espèce destinée à l'exploitation alimentaire. Élevées dans le nord du Japon, ces créatures se mettent peu à peu à muter et attaquent alors l'archipel. Une organisation internationale de maintien de la paix appelée les Volontaires Armés est créée dans le but de stopper ces créatures référencées sous le nom de ruffians. Mais rapidement, cette structure oppresse les Japonais. Une faction indépendante, le groupe des Sauveurs, dirigé par Hachi, une femme mystérieuse, se soulève pour défendre le Japon des ruffians et des Volontaires Armés. Le jeu démarre sur un rêve. Vous êtes perdu dans vos songes représentés par une plaine infinie. Puis vous voilà à Tokyo, avec Hachi et Eilan. Vous êtes Saki, mi-homme, mi-ruffian et personnage central, bien qu'il partage l'action avec Eilan. Au début du développement, le jeu devait s'appeler Glass Soldier, car le personnage principal est fragile comme du verre.
Mais comme l'explique l'un des chefs de projet, Yamagami, le nom sonnait trop obscur. Le titre devint alors Oshi no Keishosha, Successor of the Earth. Sin and Punishment fait partie de la famille restreinte des rail shooters. Comme dans un shoot horizontal ou vertical, le décor défile automatiquement. Mais la 3D apporte une interactivité et des mouvements propres à ce type de jeu. Vous avez la capacité d'esquiver, d'effectuer des roulades latérales, sauts et doubles sauts pour éviter les tirs ennemis ou franchir des obstacles. Votre argument de choc, un pistolet et une épée au corps à corps. Pour pimenter son titre, Treasure ajoute une touche puzzle intéressante et des situations qui se renouvellent sans cesse. L'un des premiers affrontements se déroule dans ce qui semble être une arène tout droit sortie d'un Virtua Fighter sur un défilement horizontal malgré la 3D. Inutile de tirer des rafales au fusil, pour terrasser le colosse, il fallait foncer au corps à corps et le jeter hors du ring. Mais ce n'est pas un cas isolé. Le combat à l'épée est extrêmement dynamique et étonnant pour un shoot. Pourtant, son intégration entre deux scènes de shoot plus classiques se fait de manière parfaitement naturelle. Et ce n'est qu'un exemple, car toutes les situations rencontrées dans Sin and Punishment se singularisent les unes des autres. Si bien que le jeu défile nerveusement, alternant les séquences et les types de gameplay. Sin and Punishment a la particularité d'avoir été co-développé avec Nintendo Research and Development One, studio le plus ancien de Nintendo. R&D One est également l'auteur de Metroid, Ice Climber, Kid Icarus, Wario Land et collabore souvent avec un autre studio historique, Intelligent Systems. Mais c'est bien du côté de Treasure que les influences sont flagrantes. Il est même étonnant de voir la parenté avec le chef-d'œuvre de la marque, Radiant Silvergun. A priori, le type même du jeu, un rail shooter, le rend d'office étranger à Radiant. Pourtant, on remarque bien des aspects communs. Déjà, Sin and Punishment favorise la prise de risque. Vous avez deux types de visée, un verrouillage automatique et un tir contrôlé par le joueur. Dans le premier cas, votre puissance de feu sera réduite, vous contraignant par instant à utiliser votre doigté. Treasure pousse en quelque sorte le joueur à découvrir la profondeur de son titre. Le visuel des explosions rappelle également Radiant Silvergun. On notera aussi cette séquence où vous poursuivez un colosse dans un couloir qui se scinde par instant en deux. Certains côtés contiennent des bonus, comme dans le fameux Shoot Saturn. Autre point commun, les boss ont plusieurs parties, dont un centre qui, une fois abattu, le détruit dans son ensemble. Le joueur peut directement lui exploser ce cœur ou le désosser membre par membre. Les boss de Radiant Silvergun possèdent cette même caractéristique. Et comment ne pas noter la ressemblance de cette épée, qui sert ici à la fois d'arme mais aussi d'élément de gameplay. Connu pour avoir conçu coup sur coup deux pierres angulaires avec Radiant Silvergun et Ikaruga, respectivement sur Saturn et Dreamcast, Treasure marque aussi son passage sur Nintendo 64 avec éclat. Le jeu étant prévu à l'origine dans le planning de sortie nord-américain et européen, Treasure avait enregistré ses doublages directement en anglais. Mais la N64 tirait doucement sa révérence et toute tentative de sortie en Occident aurait été un échec. Finalement, après 7 ans d'exclusivité japonaise, Sin and Punishment sort enfin grâce à la Virtual Console de la Wii. Il a d'ailleurs enfin connu la consécration sur ce support, si bien qu'une suite est sortie en 2009 au Japon et en Europe l'année dernière. Sin and Punishment Star Successor met en scène le fils de Saki et Heiran, qui fait une courte apparition dans le premier épisode. Comme la franchise est aussi à mettre sur le compte de Nintendo, Saki apparaît dans Super Smash Bros. Brawl sur Wii comme trophée. Invoqué lors d'une partie, il donne des coups d'épée et balance quelques rafales pour le plus grand bonheur des fans. Autour de Sin and Punishment, c'est aussi un savoir-faire qui distingue Treasure, un parfum. Yamagami explique dans une interview qu'il aurait largement pu sortir avant 2000, c'est-à-dire dans une période plus favorable à la Nintendo 64. Mais il précise que le jeu aurait perdu son goût Treasure. Au lieu de céder à la facilité, ce studio ultra perfectionniste a choisi de polir son logiciel, quitte à mettre le couvert quand plus personne n'est attablé. Aujourd'hui, Sin and Punishment est considéré comme l'un des plus grands rail shooters de tous les temps. C'est peut-être le plus important. On vient de m'apprendre qu'il paraît qu'on va mourir.